beaucoup de profs, en particulier en ce qui concerne l'islam, ont leur langue dans leur poche et le mouchoir par-dessus. Il va bien falloir à un certain moment que l'institution décrète la tolérance zéro. L'islam des Lumières, c'est une contradiction dans les termes, de volonté véritable de désorganisation de la structure française. Les pédagogies et les programmes ont eu pour objet de creuser la tête des adolescents. Il faudrait effectivement à la fois protéger les maîtres, mais surtout les réentourer de l'aura qu'ils avaient autrefois, c'est-à-dire le maître sait, et toi, petit crétin, tu ne sais pas, alors tu te tais, tu la boucles, tu prends des notes. Mon invité du jour est un ancien professeur qui n'a pas la langue dans sa poche, c'est le moins qu'on puisse dire. Auteur de plusieurs livres à succès, dont le célèbre La fabrique du crétin, Jean-Paul Bréguely. Bonjour. Bonjour Jean-Paul Bréguely. Publie ce livre, L'école sous emprise, aux éditions L'Archipel, un livre où il est question notamment de l'offensive de l'islam dans l'enseignement scolaire, dont on va abondamment parler pendant cet entretien. Alors, déjà pour introduire un petit peu cet échange, je voudrais vous faire juste réagir un petit peu à l'actualité politique de ces derniers mois qui a été quand même très riche. On vous sait citoyen engagé, un peu grande gueule, de gauche. Quel regard vous posez justement sur ces dernières semaines ? Alors, le regard que je poserai sur la gauche est un regard entre attristé, compatissant et scandalisé, parce que ils sont de gauche comme je suis le pape. On est dans un moment d'inversion des valeurs. Ceux qui se disent de gauche sont de fait à l'extrême droite. Ceux qui se disent à l'extrême droite ne savent pas eux-mêmes où ils sont. C'est un peu triste. Ça d'un côté. Ensuite, j'ai vu Macron hésiter pendant 2 mois à trouver un Premier ministre et tirer Michel Barnier de son chapeau. On est dans un pays qui a eu Richelieu, Mazarin comme Premier ministre, et maintenant, vous voyez, le niveau baisse. Ensuite, je vais m'insurger contre ce que vous avez dit tout à fait au début. Je suis quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche. Mais enfin, qu'est-ce que c'est qu'un prof qui aurait sa langue dans sa poche ? Et c'est le cœur du problème. Beaucoup de profs, en particulier en ce qui concerne l'islam, ont leur langue dans leur poche et le mouchoir par-dessus. Le fameux pas de vague. Le fameux pas de vague et le fameux je ne veux pas m'en mêler. Un exemple, lorsque Samuel Paty a été assassiné, je trouvais que je connaissais quelqu'un au ministère à qui j'ai téléphoné dans les 2 heures qui ont suivi, en lui disant il faudrait absolument que le collège de Samuel Paty prenne le nom de Samuel Paty. Excellente idée. C'est toujours pas fait parce que les profs qui sont opposés, de peur de choquer quelqu'un. En fait, ils ont peur. Voilà, faut le dire, ils ont peur. On va y revenir. Mais si on a peur, on fait pas ce métier. D'ailleurs, on se met sous les couvertures, on éteint la lumière et on prie les yeux que tout se passe bien. C'est une question que je voulais vous poser plus tard, mais vous l'abordez, donc voilà, on va y aller tout de suite. Alors moi, j'ai envie un peu de prendre le sens opposé, c'est-à-dire je peux essayer de comprendre ces professeurs qui ont peur d'aborder certains sujets qui peuvent potentiellement tuer. J'imagine qu'on n'a pas la vocation d'être professeur si on risque sa vie. Peut concevoir. Vous, c'est quelque chose, je l'ai bien noté dans le livre, ça vous paraît, c'est un sacerdoce qui passe par, il faut accepter cette peur, il faut la tolérer. Alors, je sais pas, qu'est-ce que c'est qu'un prof qui a sa langue dans sa poche ? Pourquoi pas le mouchoir par-dessus aussi, pendant qu'on y est ? Le prof, par définition, c'est, rappelez-vous, la Troisième République, les hussards noirs de la République, les hussards. Nous sommes des soldats. Alors, moi qui suis absolument sans Dieu, je vous cite les évangiles. Le Christ dit « Je suis venu sur terre pour apporter la guerre et non la paix, pour dresser le fils contre le père, la fille contre la mère. » Un prof, c'est ça. C'est quelqu'un qui, parce qu'il parle au nom du savoir, doit se heurter aux convictions factices, aux croyances, au fanatisme, aux superstitions de ses élèves. Il doit les remettre droit. C'était le sens de instituteur, vous savez, c'est celui qui vous fait vous tenir droit. Si on hésite à faire ça, alors là, je dis franchement, on fait un autre métier. Flic, par exemple. Vous ne comprenez vraiment pas que certains professeurs puissent en effet avoir peur face à une majorité d'élèves peut-être croyants, violents,
Non, ça c'est... Non, un prof a le pouvoir. S'il maîtrise sa discipline, il a la totalité du pouvoir de toute façon, et il va bien falloir à un certain moment que l'institution décrète la tolérance zéro. J'explique dans ce livre, en particulier, la responsabilité énorme de Lionel Jospin et de la loi Jospin de 1989. La loi Jospin décrète que les élèves ont le droit à l'expression. Mais le droit à l'expression, on sait où ça commence et on ne sait pas où ça finit. Alors un exemple. Pythagore demandait 5 ans de silence à ses disciples avant qu'ils aient l'autorisation de poser une question. Je pense que c'est le minimum. Mais justement, la gauche, vous parlez de Jospin et vous parliez de Creil. Donc c'est intéressant parce que la gauche, on la sent perdue sur le sujet de l'entrisme islamique. Et pour vous, de quand datent les basculements historiques qui ont fait basculer cette gauche, qui était quand même jadis vieille laïcarde, dans le camp des communautaristes? Eh bien, loi Jospin, juillet 89, octobre 89, les premiers incidents à Creil, 2 jeunes filles arrivent voilées, et je cite exactement les textes de l'époque, elles sont allées intentionnellement. C'était le premier coin qui était enfoncé pour faire craquer la laïcité. La métaphore qui me vient, que je développe longuement dans le livre, c'est celle du tournoi de Go. Vous savez, vous posez des pierres pour conquérir des territoires. Il y en a une autre, c'est celle qu'avait déterminée Daesh en 2016, qui est la théorie des 1000 entailles. C'est-à-dire qu'on fait des petits trucs à droite, à gauche, qui, indépendamment, ne sont pas grand-chose, mais qui, en masse, représentent un mouvement d'ensemble. Les 2 élèves voilés, il suffisait à Jospin, sur un coin de bureau, de sortir un décret. Il ne l'a pas fait. Jospin, c'est le monsieur à qui on prête le fameux propos « Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse à moi que la France s'islamise ?» La gauche, à partir de ce moment-là, et rappelez-vous très précisément, on a un moment de bascule qui sont les élections présidentielles de 2002. Mauroy, ex-premier ministre, dit à Jospin, tu devrais t'adresser au peuple, au prolétariat, etc. Et Jospin lui dit, non, on a discuté, on a un nouveau prolétariat à conquérir. Là, c'est la fondation Terra Nova qui dit, voilà, il y a de nouveaux prolétaires dans les quartiers, fermez les guillemets, qui sont les prolétaires musulmans, etc., l'immigration de 2e et 3e niveau, c'est eux qu'il faut conquérir. Ce qui d'ailleurs s'est vérifié d'élection en élection pour LFI, qui, en particulier à Marseille par exemple, fait élire des candidats dans les zones les plus maghrébines de la ville. Mais il faut bien comprendre une chose, que ça s'est fait au détriment des anciens prolétaires français, dont tout le monde sait que depuis les élections des années 90, de plus en plus votent FN puis RN. Ce sont les mêmes. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus fachos du jour au lendemain, ces gens qui votaient communistes. Ils disent juste qu'ils ont été effroyablement déçus par la gauche. La gauche dessert les intérêts des bobos parisiens. Je le dis avec tout le mépris que vous pouvez imaginer, parce que s'il y a vraiment une catégorie insupportable, c'est bien ça, la défense des moustiques, mais pas celle des pauvres gens dans les contrées perdues de la France. C'est la gauche qui n'a pas voulu reconnaître qu'il y avait des territoires perdus de la République. Le livre date de 2002. C'est la gauche et la droite d'ailleurs qui ont enterré le rapport Aubin qui date de 2004 sur l'islamisation dans les collèges au fond d'un tiroir. J'ai participé à la publication de ce rapport en 2006-2007 avec une quinzaine d'autres personnes et Jean-Pierre Aubin n'a jamais cessé d'expliquer son propos, et c'est un homme de gauche, il n'y a pas de problème. Donc il faut bien comprendre qu'on est dans un moment d'inversion. Les gens qui se disent de gauche actuellement sont foncièrement d'extrême droite. D'ailleurs, il y a un critère très net, ils sont en particulier antisionistes, donc antisémites, d'une façon absolument marquée. Lorsque vous avez des députés LFI qui agitent le drapeau du Hamas dans l'Assemblée nationale,
Imaginez, alors je me prends à rêver, imaginez qu'au lieu d'avoir une assemblée nationale de demi-habiles, on ait une convention comme en 1793. Qu'est-ce qu'on ferait de gens qui sont en permanence dans l'atteinte à la sûreté de l'État? Qu'est-ce qu'on en ferait? Voilà, vous savez très bien ce qu'on en ferait. Pour vous, est-ce que vous considérez que la gauche a trahi quelque part? La gauche sert les intérêts de ceux qui votent pour elle, c'est-à-dire des classes, des CSP++, qui ont le portefeuille à droite, mais le cœur à gauche, c'est extrêmement pratique, et non pas sa clientèle historique, qui était les pauvres, ceux qui ont le cœur à gauche, mais rien dans le portefeuille. Alors dans ce livre, vous semblez avoir une vision pas forcément très positive de l'islam, c'est pas ce qui ressort en tout cas, c'est mon avis. Ce qu'on appelle un euphémisme. Voilà. Alors à quel point vous lui accordez vraiment aucun crédit et je voudrais vous faire agir. Et qu'est-ce que vous pensez de l'expression islam des Lumières? Alors c'est extraordinaire, faites bien de poser la question, c'est une flagornerie historique. C'est une période qui a duré une trentaine d'années dans le sud de l'Espagne, qui a été balayée d'ailleurs par la nouvelle vague islamique qui est montée du Maghreb. À ce moment-là, la plupart des savants arabes soit se sont retrouvés persécutés, soit étaient juifs, tout à fait au départ. Et l'islam des Lumières, c'est une contradiction dans les termes. L'islam c'est l'anti-lumière, c'est la lumière noire. C'est une religion qui, par exemple, nie l'histoire. Rappelez-vous la façon dont les talibans ont dynamité les Bouddhas de Bamiyan. Ils voulaient, ou la façon dont Daesh a pulvérisé les antiquités de Palmyre, en tuant au passage le très ancien gardien de ces antiquités. Ce sont des gens qui ne veulent pas admettre qu'il y a eu quelque chose avant eux. Alors même que l'islam a pillé tout ce qu'il y avait avant eux. On leur dit l'algèbre, etc. Non, pas du tout, ils sont allés piller les mathématiques indiennes. Bon, mais ils sont totalement opposés de la même façon. Ils ont dynamité le musée du Bardo en Tunisie. Ils veulent effacer l'histoire parce qu'ils vivent dans un temps sans temporalité. C'est-à-dire que leur Dieu est incréé, leur religion est incréée, même si le Coran c'est un pompage complet de la Bible, complet. C'est-à-dire, tout le monde sait qu'il y avait des tribus juives et dont on a copié les pratiques en Arabie Saoudite. Bon, c'est l'inverse même d'une culture. J'ai fait un article d'ailleurs il n'y a pas très longtemps sur le fait que on n'est pas dans un choc de civilisation, comme disait Samuel Huntington, mais dans le choc entre une civilisation, la nôtre, et une anti-civilisation, qui est l'islam. Alors il faut bien comprendre ça. Il ne s'agit pas de remplacer une civilisation par une autre, il s'agit de résister à une tentative de nous ramener à l'âge de pierre. C'est intéressant ce que vous dites sur l'histoire, je reviens là-dessus, parce que ça revient très souvent dans votre livre, une sorte de petit fil rouge parmi tant d'autres, mais vous l'évoquez souvent, et justement l'islam qui pour vous efface l'histoire, et l'histoire comme solution pour faire face à l'emprise islamiste. Donc j'aimerais bien que vous nous en parliez. Bien écoutez, l'assassin qui a tué Dominique Bernard ne visait pas Dominique Bernard, il cherchait un prof d'histoire. N'importe quel prof d'histoire, pas un prof précis, c'était pas un règlement de compte d'ancien élève. Dominique Bernard était professeur de français. Voilà, ça lui est tombé dessus, parce qu'il désespérait de trouver un prof d'histoire. Pourquoi un prof d'histoire? Parce que le prof d'histoire, par définition, c'est celui qui explique ce qui s'est passé. Voilà, dans l'ordre. Quelqu'un qui vous dira, vous savez, Mahomet, on ne sait même pas s'il a existé. Il y a quatre mentions dans le Coran, 4, en tout et pour tout. Le reste, ce sont des hadiths qui ont été rajoutés au fil des siècles. Bon, l'historicité de Mahomet est sujette à caution. Il y a par exemple beaucoup plus de mentions de Jésus dans le Coran que de Mahomet.
Et encore, il y en a certains, je vous rappelle, voire Onfray, etc., qui doutent presque de l'existence de Jésus. Alors, c'est très loin quand même dans le passé. Mais l'historien, par définition, s'appuie sur des documents, s'appuie sur des faits, pas sur des croyances. Il n'y a pas d'historien qui affirme que quelque chose est vrai parce que les gens le croient. Au contraire, même l'historien, très souvent, c'est quelqu'un qui démonte les mythes, au fond. Bon, l'islam, par définition, c'est assez marrant d'ailleurs, vous savez, il y a plein de profs qui condamnent le par cœur, etc. Mais l'islam fonctionne sur le par cœur. Je rappelle que les 9/10 des gens qui, dans les mosquées françaises, écoutent les prêches, ne parlent pas l'arabe et apprennent par cœur certaines formulations qu'ils ne sauraient pas lire. Voilà, parce que c'est de l'arabe classique, et Dieu sait que c'est compliqué, de tout point de vue. Rien à voir avec l'arabe moderne. Donc, ce sont des gens incultes, mais qui sont incultes non pas par destin, mais par choix, en quelque sorte. Oui, c'est le degré zéro du savoir et de la pensée. C'est juste le règne de la force et de la volonté de puissance, au sens pur du terme. Ce sont des conquérants. Alors ça, je suis une qualité qu'ils ont, effectivement. Ce sont les conquérants, sauf que chaque fois qu'ils se sont heurtés à des armées un peu plus décidées, ils sont repliés, que ce soit les Mongols ou l'armée israélienne. Je veux dire, ils sont pris des raclées absolument extraordinaires. Alors, l'arabe guerrier, ça aussi, ça fait partie des mythes, tout point de vue. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est que ce n'est pas un choix, une alternatif. C'est, en quelque sorte, le refus même du savoir. C'est un truc qu'on dit tout le temps, mais qui est évident. Le monde musulman, combien de prix Nobel? Non pas parce qu'ils sont plus stupides, mais parce qu'ils ne fonctionnent pas dans l'idée de la connaissance. Parce que la connaissance, en quelques jours, enverrait en l'air toutes leurs certitudes. Parce que c'est le propre même de la connaissance que d'ébranler les certitudes. Alors, je vous propose maintenant de parler de l'abaya. L'abaya, je vous avais reçu l'année dernière, on avait parlé de l'abaya à l'époque, et c'est vrai que cette année, on n'en parle plus du tout. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le sujet a totalement disparu. Alors, est-ce que c'est parce que Gabriel Attal avait réagi? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de problème d'abaya, ou est-ce que c'est un problème qui finalement n'était pas un sujet aussi important qu'il en avait l'air? Je pense qu'on essaie des choses les unes après les autres. On a essayé le voile à Creil dans les années qui ont suivi. Il a fallu la loi 2004 quand même. Mais le voile, par exemple, a fait depuis quelques années des avancées extraordinaires dans le supérieur. Y compris, par exemple, en médecine, vous avez une grande masse d'étudiantes voilées en première année. Et dans les universités de lettres, de droit, etc., c'est un déferlement complet. Puis alors, non seulement le voile, mais la tenue complète. Parce que la loi de 2004, qui est une fausse coupe, les a autorisés. Alors, on va être très clair. Moi, je suis pour une légère réfection de la loi de 2004 1905. À 1905. Que dit la loi de 1905? Que toute manifestation vestimentaire d'une religion dans l'espace public est interdite. Interdite. Ce qui est intéressant, c'est que pour l'abaya, justement, l'un des contre-arguments, c'était de dire que ce n'était pas un vêtement religieux. Bien sûr, mais alors ça, vous avez tout à fait raison. Ils disent, ah non, c'est culturel, pas cultuel. Mais c'est la même chose dans l'islam. Dans les mosquées, vous avez un espace, bibliothèque, etc., qui est soi-disant culturel, ce qui leur permet de se constituer en association loi de 1905. C'est à ce titre, Florence Bergeau-Blaclair l'a très bien démontré, qu'ils ont siphonné 45 millions d'euros à l'Europe pour soutenir leurs associations culturelles, leur défense contre l'islamophobie, etc. Ce sont des mensonges. Je rappelle que il y a une pratique islamique standard qu'on appelle la taqiyya. La taqiyya, c'est le mensonge bien intentionné, en quelque sorte. Le mensonge dans l'intérêt de la religion. Voilà. Que ce soit l'abaya, le voile, le tchador,
tout ce que vous voulez. Ce sont des vêtements à intentionnalité religieuse qui doivent être absolument exclus de l'espace public. Ils s'appuient en fait maintenant, parce que c'est contre la loi française. La loi française dit par exemple qu'il ne faut pas opérer de distinction entre les sexes. C'est le principe de la Constitution tout à fait au début. Or, par définition, si vous habillez les femmes autrement, et qu'en plus vous sous-entendez qu'elles devront toucher une demi-part d'héritage contre une entière pour leur frère, et qu'elles sont impures un certain nombre de jours par mois, voire en continu, etc., sont des lois sont des principes de discrimination épouvantables. Donc, les femmes sont les égales des hommes, et elles ont le droit de mais vous savez tous les emplois, etc. Vous savez ce que vont vous répondre ceux pour qui ça ne pose pas problème et que vous attaquez d'ailleurs dans le livre, c'est que finalement c'est leur corps, leur choix. Justement, ce n'est pas leur choix. Là, je les renvoie. Ce sont des ignorants, les gens qui disent ça. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y a un certain nombre de gens, de profs, qui disent ça. Alors, je leur conseille, là, comme ça, chers collègues, lisez donc Étienne de la Boétie, le discours de la servitude volontaire, et éventuellement relisez Marx. Vous savez, tout ce qui est de l'ordre de la façon dont on finit par croire naturel ce qui en fait est un asservissement imposé. Combien de femmes d'ailleurs, je rappelle quand même, je vais prendre un exemple maximaliste, il y a encore un très grand nombre d'excisions en France. Ce qui, à mon sens, alors je rappelle que Daniel Mitterrand, par exemple, avait dit « oui, mais c'est normal, c'est leur culture ». Toutes les femmes qui nous écoutent là devront s'imaginer en train de se faire couper le clitoris à vif. C'est ça l'excision. Bien, eh bien c'est fait par des femmes. C'est-à-dire ce sont des femmes qui imposent à leurs filles ce qu'elles ont subi quand elles étaient plus jeunes. Alors, est-ce que c'est vraiment leur choix ou est-ce qu'elles ont intériorisé leur différence et en fait leur infériorité? Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est les règles de base, ces règles de base du marxisme, tous ces gens de gauche qui ignorent complètement les règles principales du marxisme, qui revoient véritablement le manifeste du Parti communiste, etc. C'est une abomination quand on y pense, une abomination. Il y a une dizaine d'années que j'ai commencé à avoir dans mes classes post-bac, des élèves garçons qui se mettaient à part des filles, de peur de les effleurer, de peur qu'elles soient impures. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'impureté? Je rappelle qu'il y a eu à Paris des chauffeurs de la RATP qui ont refusé de prendre le volant après la pause de la conductrice précédente qui, mon Dieu, pourrait être impure elle aussi. Pourquoi la RATP ne les a pas immédiatement révoqués? Quels sont les syndicats qui ont soutenu des types pareils? Voilà. On est, en fait, quand on s'en rend compte, vous savez, les mille en taille. On peut citer des événements comme ça à l'infini parce que ce sont des petites choses. Et si on les voit l'une après l'autre, on a l'impression que c'est pas grave. Si on les voit en masse, on se rend compte qu'il y a un plan derrière, qu'il y a une volonté véritable de désorganisation de la structure française. Alors justement, je voudrais vous faire réagir à un fait divers, parce que là, vous parliez des conducteurs de la RATP, on est donc sur des personnes majeures. Je voudrais vous faire réagir sur le fait divers de l'affaire de Montpellier de Samara. De la jeune Samara, donc je rappelle rapidement. Elle est toujours pas sortie d'affaire. Jeune adolescente de 13 ans, plongée dans le coma, car agressée pour notamment s'être habillée à l'européenne. Alors on a vu, justement, elle s'est fait agresser par des collègues, des jeunes adolescentes, je sais pas si c'était de la même classe ou d'une autre classe, mais bref, c'était la même classe d'âge. Est-ce qu'il s'agit d'une réaction générationnelle, d'ailleurs d'une génération plus violente, ou alors d'une stratégie mise en place, et là je reviens sur ce que vous disiez justement à l'instant, quelque chose de voulu, quelque chose de concerté, et dit autrement, parce que vous le dites dans le livre, et vous employez l'expression de soldat.
vous dites que certains élèves sont des soldats religieux. Certains élèves. En fait, c'est très simple. C'est un terme fort, hein, c'est pour ça aussi sur une masse générale de musulmans, ou de catholiques, ou de ce que vous voulez, vous trouverez toujours un certain nombre de têtes creuses, dans lesquelles des prêcheurs bien convaincants pourront glisser des idées farfelues. J'insiste là-dessus avec un parallèle avec, rappelez cette déclaration de Patrick Lelay sur ex-directeur TF1, nous créons du temps de cerveau disponible pour Coca-Cola. Parce que ce ne sont pas les émissions qui comptent, ce sont les séquences publicitaires. Bon, bien là, c'est pareil. Les pédagogies et les programmes qui ont été mis en œuvre dans l'école depuis plus de 20 ans ont eu pour objet de creuser la tête des adolescents. C'est ce que Jean-Claude Michéa, qui n'est pas du tout un homme de droite, qu'on soit bien d'accord, appelle l'enseignement de l'ignorance. Alors lui aussi, il est classé comme d'extrême droite par les pédagogues professionnels, qui ont le savoir, en quelque sorte. Bon, oublions-les. Mais dans ces têtes absolument creuses, vous avez un imam, regardez Marseille, mosquée des Bleuets, il y a quelques jours, l'imam s'est retrouvé en train d'expliquer les différences entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous dites que l'imam remplace le professeur dans certains cas ? C'est-à-dire que dans les années 1880, on a créé un corps d'instituteurs pour remplacer les curés. Et c'était assez net, ils étaient habillés en noir pour bien montrer qu'ils étaient les rivaux. Et il s'agissait d'éliminer les prêtres. Bon, c'est allé très loin d'ailleurs, à un certain moment, et ça a marché. Bon, actuellement, vous avez les imams qui remplacent les profs, et comme les profs ne réagissent pas, la plupart d'entre eux, et vous avez raison, il y en a beaucoup qui ont peur. Alors, je n'incriminerai pas le fait que c'est une profession qui est féminisée à 80%, parce que je connais des femmes qui sont remarquablement courageuses, à tout point de vue. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que oui, c'est une profession il y a des risques, mais il y a des risques dans toutes les professions. Nous vivons dans un monde qui est globalement plus violent qu'il y a 30 ou 40 ans. Les tensions sont extrêmement accrues. Pour toute une série de raisons, je vous renvoie à Emmanuel Todd et à la fin des civilisations, etc. Je suis pas sûr qu'on soit sur une fin de civilisation, on est sur un moment de crise. Il y en a eu d'autres dans l'histoire. Donc, effectivement, dans le crâne d'un certain nombre d'ados, on met des idées mortifères. Ah, tu l'as vu, une telle? Il y a un très beau film belge qui est sorti il y a quelques mois, qui parlait de ça, de la façon dont une adolescente finit par poignarder sa prof, parce que la prof en question fume, baise, ne respecte pas le Coran, etc. C'est le côté j'élimine le fauteur de trouble qui est le plus proche de moi. Je suis pas en croisade perpétuelle. En plus de ça, je ne risque rien, je suis mineur. Au pire, on va me condamner à un stage au poney. Vous voyez, ah oui. Ah oui, là, un peu excessif quand même, mais on voit l'idée. Je me rappelle, par exemple, il se trouve que je suis allé plusieurs fois au Japon. Je me suis beaucoup intéressé au système scolaire et judiciaire japonais. Au Japon, lorsqu'un mineur commet une infraction, il passe devant un juge. Il n'y a pas le jugement. Il passe devant un juge qui l'envoie dans une structure pour lui remettre les idées en place. Combien de temps ? Autant de temps que le juge veut, tant que le gosse n'est pas réhabilité. Vous vous rappelez le film de Kubrick, Orange Mécanique ? Même chose. Ça peut durer des années. Des années. Alors, ce sont des Japonais, mais je propose, par exemple, dans ce livre, que les élèves qui ont commis des exactions dans leur établissement, qui sont virés de l'établissement et qui sont immédiatement repris dans un établissement proche, soient repris effectivement à 300 km de là, en internat. Et en internat sévère, jusqu'à ce qu'ils soient réhabilités. Je pense qu'à un certain moment, il faut dissocier
des gosses qui sont encore malléables, du ghetto ghetto familial, ghetto relationnel, ghetto amical, etc., qui les pervertit à jet continu. Qu'est-ce qu'apporte l'enseignement dans une vie d'un élève? Allez, 20%. 15-20%. Le reste, c'est son environnement qui le constitue. Si cet environnement est pourri, comment allons-nous le concurrencer? Eh bien, il faut à un certain moment dire, moi je suis tout à fait, qu'on soit bien d'accord, hein, je suis tout à fait pour l'intégration des immigrés. L'intégration complète, l'intégration dans la société civile française. Je me fiche qu'ils portent tel ou tel nom, ce sont des combats d'une absurdité remarquable, mais je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a une nouvelle de Maupassant qui s'appelle Auchan, où un couple de bourgeois, où la madame est stérile, ou monsieur d'ailleurs, s'achète un petit enfant dans la campagne normande qui a 2 ou 3 ans et va l'élever. Et il revient 15 ans plus tard, c'est un très beau jeune homme, très distingué, qui parle un français parfait, etc., pour dire bonjour à ses parents biologiques. Et de l'autre côté du chemin, il y a une autre ferme symétrique, hein, avec un gosse qui, lui, n'a pas été vendu par sa mère, parce qu'il l'a racheté véritablement, hein, et qui, voyant ça, se fait expliquer, et qui dit à sa mère, et tu m'as même pas vendu, salope. Voilà, et il avait compris. Il avait compris. Moi, je crois tout à fait à la puissance de l'acquis par rapport à l'inné. Vous voyez, je pense qu'on peut réformer n'importe qui si on s'en donne les moyens. Je pense qu'on peut amener des enfants qui, en début d'année, sont imbus d'idées reçues, de truismes divers et variés qu'ils ont entendus chez eux à la télé, dans les réseaux sociaux, etc., et qu'on peut les reprendre complètement à la base. Mais il faut s'en donner les moyens. Lorsque vous avez un mineur qui commet des dégradations quelque part, c'est à la famille de payer. Je rêve d'un monde comme ça, où l'ordre régnera non pas parce qu'on le fait régner, mais parce qu'on l'a intériorisé. Nous avons été un pays de très haute civilisation. La façon dont l'école a dégénéré est le symptôme et la cause en même temps de cette perte de vitesse nationale. Si on ne comprend pas qu'on va vers une situation de radicalisation de la violence, c'est vraiment qu'on est dans le déni et au-delà.